Les Caraïbes, 1802. Les colonies françaises sont en ébullition. Le 30 Floréal de l'an 10 ou 20 mai 1802, Bonaparte, premier consul de France, fait voter le décret de rétablissement de l'esclavage. C'est l'acte de reniement le plus emblématique des idéaux révolutionnaires qui déclarait « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Le décret du 20 mai ensanglantera le début du règne de Bonaparte. Et aujourd'hui encore, il continue d'entretenir ses parts d'ombre et de nourrir les controverses. Pourquoi Bonaparte a-t-il en 1802 décidé de rétablir l'esclavage ? Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, des hommes qui n'avaient aucune civilisation? Il fallait rétablir l'ordre dans les colonies. Je fais toujours ce qui est convenable au bien de mon pays. Et les clameurs insensées des hommes qui veulent savoir mieux que moi ce qui convient ne m'inspirent que du mépris. Je n'ai agi que dans l'intérêt de la France. Paris, mai 1802. Le 16, le projet de la loi de rétablissement de l'esclavage est présenté au tribunat. C'est le porte-parole Adet qui fut chargé de cette mission. Il a très bien présenté l'affaire. Il a très justement souligné que, quelque horreur qu'il inspire, l'esclavage est utile dans l'organisation actuelle des sociétés européennes. Le décret rétablit l'esclavage dans les colonies, notamment en Guyane, en Guadeloupe et à Saint-Domingue, alors qu'il y était aboli depuis 1794. Pourquoi Bonaparte prend-il une telle décision? Choisit-il un tel reniement? La première raison relève bien de ce que l'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Car quand Bonaparte accède au pouvoir et devient premier consul de France en 1801, l'Europe est en guerre contre la France pour contenir son expansion révolutionnaire. Le 25 mars 1802, le traité d'Amiens, signé avec l'Angleterre, met fin aux hostilités. La Martinique, prise par les Anglais à la Révolution, est restituée à la France. La trêve ne durera qu'1 an. Toutes les puissances européennes sont aussi des puissances esclavagistes. Bonaparte pense que l'abolition de l'esclavage dans les colonies est un mauvais signal envoyé à ses nouveaux partenaires européens. Puisque les Anglais et les Espagnols continuent l'esclavage, la France doit le rétablir. La France devait coordonner ses institutions avec celles des autres peuples européens pour perpétuer la paix, si nécessaire au bonheur de toute la nation. La politique, le soin de notre grandeur, nous prescrivait de ne pas briser les chaînes. Mais la géostratégie n'est pas tout. Bonaparte sait aussi tout le bénéfice économique qu'il peut tirer d'un empire colonial puissant. Très précisément, en 1802, l'empire colonial français, c'est la colonie, l'île d'Hispaniola, tout entière, puisqu'elle a été réunifiée. La partie espagnole a été rattachée donc à l'ancienne colonie de Saint-Domingue. C'est la Louisiane, et c'est énorme. La Louisiane, ça va depuis les Grands Lacs, à l'époque, jusqu'à la région de la Nouvelle-Orléans. C'est la Guadeloupe, la Martinique qui vient donc d'être rendue, Cayenne, donc la Guyane derrière, et puis les Mascareignes, hein, c'est-à-dire l'île de la Réunion, mais surtout l'île de France, l'île Maurice actuelle, qui est une plaque tournante pour tout l'océan Indien, donc une aire d'influence. Il faut rajouter que depuis leur alliance avec les Provinces-Unies, les Français ont également un droit de regard sur la colonie du Cap, en Afrique du Sud, et puis les Indes néerlandaises. Donc on peut dire que c'est quand même pas une puissance négligeable, hein, c'est quand même quelque chose d'important, globalement, que l'Empire d'Outre-mer en 1802. Derrière toute prédation coloniale se cache une prédation économique et libérale. Césaire l'a écrit. Saint-Domingue est à l'économie de la France du XVIIIe siècle ce qu'est l'Afrique tout entière pour l'économie française du XXe siècle. En 1789,
Saint-Domingue représente les 2/3 du commerce colonial. Et le commerce colonial représente en gros 1/3 des importations françaises et 1/3 des exportations françaises, parce que le sucre qui est raffiné en France ou le café sont ensuite réexportés ailleurs. Donc vous voyez, c'est 1/3 du commerce français. Saint-Domingue, c'est la perle des Antilles parce que c'est une économie sucre et café qui est devenue fondamentale dans la consommation des Européens. Saint-Domingue a conforté sa place de premier producteur mondial de sucre. Cette production de sucre est réservée à la France, on est dans le système de l'exclusif, et le sucre qui arrive en France de Saint-Domingue est réexporté dans la proportion des 7/8. C'est-à-dire que 1/8 suffit à la consommation française. Le reste est réexporté. Les Anglais achètent du sucre de Saint-Domingue. À la cour du tsar, à Saint-Pétersbourg, on consomme du sucre de Saint-Domingue. Sans le commerce colonial, sans la réexportation de produits coloniaux, le commerce français est déficitaire de façon structurelle. Consommation, croissance, la logique est connue. Ses conséquences aussi. Un esclave tombe, un autre prend sa place. Le pouvoir colonial, le pouvoir esclavagiste, c'est un pouvoir à la fois économique, c'est clair, ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour faire autre chose. Mais c'est aussi un pouvoir que l'on dit parfois paternaliste, parfois, ou parfois extrêmement violent, l'un n'excluant pas l'autre. Mais le maître, c'est le maître. Pas seulement du travail, de toute la société. Une plantation coloniale, esclavagiste, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une concentration verticale. C'est-à-dire que le même propriétaire, le même maître, est à la fois agriculteur, il produit la canne, industriel, il la transforme, et commerçant, il la commercialise, il la vend. À Saint-Domingue, les 2/3 de la population sont nés en dehors de la colonie. Ils arrivent du Bénin, du Congo. On les embarque dans les ports prospères de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Bayonne, de Marseille, de Honfleur. En Guadeloupe, les esclaves arrivent à Petit Canal. À leur descente du bateau, ils sont emmenés, entravés et enchaînés en haut de cet escalier pour y être vendus. Le nom des tribus africaines dont ils provenaient, ils sont encore écrits aujourd'hui. Un homme à Paris se bat contre cette prédation. C'est l'abbé Henri Grégoire. En 1802, le combat anti-esclavagiste devient le combat de sa vie. Depuis 3 siècles, l'Europe qui se dit chrétienne et civilisée torture sans relâche, sans pitié, en Amérique et en Afrique, des peuples qu'elle nomme barbares et sauvages. Elle a apporté chez eux la crapule, la désolation et l'oubli des sentiments de la nature. Tout ça pour se procurer de l'indigo, du sucre, du café. Étrange période où les hommes d'église, censés incarner le parti conservateur, défendent l'abolition de l'esclavage. C'est le cas de l'abbé Grégoire et de l'abbé Raynal, où les réformateurs, qui ont fait les Lumières, puis la Révolution, se rangent peu à peu derrière le lobby esclavagiste, et où l'opposition entre royalistes et républicains s'efface au profit d'une solidarité de classe. Il faut mettre au crédit du christianisme cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens conscients qui sont des ecclésiastiques et qui ont dit non. Quel moyen de raisonner avec des hommes à qui, si l'on évoque la charité, répondent « balance du commerce ». Ils disent « que deviendra le commerce si on supprime la traite ?» Trouvez-en un qui dise, en la continuant, que deviendra la justice, l'humanité. Il y a vraiment eu une critique, un mouvement critique profond de ces méthodes massacrantes et déshumanisantes, pour dire le mot, des conquistadors et des premiers pas de la colonisation. Ça, c'est absolument clair. Et ce mouvement n'a jamais disparu. Mais en 1802, ce mouvement s'affaiblit. Les raisons politiques et économiques ne sont pas les seules justifications sur lesquelles Bonaparte peut s'appuyer pour rétablir l'esclavage. Un autre mouvement de pensée est en train de naître. Il a pris sa source au cœur même de la France des Lumières. Un mouvement qui va donner naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le racisme.
En 1802, les Français étaient prêts pour comprendre que les idées de liberté et d'égalité ont été dangereusement propagées vers nos colonies lointaines. Dans ces contrées, la différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas exigeait d'établir des lois spéciales. Autrement dit, pour Bonaparte, comme pour tant d'autres en 1802, les acquis de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne doivent pas s'étendre à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, ni à toutes les colonies françaises. Les événements de Saint-Domingue-Haïti sont des événements très compliqués. C'est très complexe à expliquer parce que constamment, les autorités françaises ont eu des positions qui n'ont cessé d'évoluer au cours du temps. À la Révolution française, l'Assemblée nationale de 1790 réaffirmera par 2 fois la légalité de l'esclavage. Et ce n'est que confronté à la révolte des esclaves des colonies et de Saint-Domingue notamment, que la Convention décrète son abolition en 1794. Il faut rappeler que l'abolition de l'esclavage a été imposée par l'insurrection, puis par la loi, dans une période quand même révolutionnaire extrêmement radicale. Les esclaves se sont donc en quelque sorte libérés eux-mêmes. Toujours dominés par les maîtres, certains continuent la lutte clandestinement. D'autres, mulâtres ou libres de couleur, sont devenus des officiers de l'armée française, des serviteurs de la France qui croient à ces nouvelles valeurs de liberté et d'égalité. C'est le cas de Louis Delgrès, en Guadeloupe. C'est aussi celui d'une autre grande figure de l'histoire. Il s'appelle Toussaint Louverture, né esclave à Saint-Domingue, sous le nom de Pierre-Dominique Toussaint Bréda. Il est affranchi. Il est affranchi parce que c'était ce qu'on appelait un nègre à talent. Pendant la révolte des esclaves en 1791, qui amènera à l'abolition de 1794, Toussaint s'est réfugié dans la partie espagnole de l'île. Il y combat les esclavagistes français. Ses qualités militaires sont remarquées. Il y gagne le surnom de l'ouverture grâce aux brèches qu'il fait dans les troupes adverses. Sur le continent Amérique, conquis depuis 1492, vous allez avoir un véritable mouvement qui part de la société esclavagiste, des esclaves, avec des alliés. Ils ont des alliés dans une partie de la société des libres de couleur qui se sont alliés avec eux. Toussaint, donc, va très rapidement, en tant que militaire, prendre l'ascendant. L'ascendant sur ses troupes, l'ascendant sur l'ensemble des troupes et sur le pouvoir blanc, sur le pouvoir de la métropole. Il va s'imposer. Il sera nommé général de brigade, général en chef, etc. Et il finira gouverneur de la colonie quand même. Hein. C'est un poste extrêmement élevé, impensable évidemment, pour un noir quelques années avant, même s'il n'était pas esclave. Avec l'abolition de l'esclavage, ce sont tous les hommes, sans distinction de couleur, qui sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution. Une fois l'esclavage aboli, Toussaint devient un homme incontournable à Saint-Domingue. On lui propose donc, par pragmatisme politique, d'intégrer l'armée française. Mieux, Toussaint est nommé lieutenant-gouverneur. Qu'en pensait alors Bonaparte? Il approuvait. Nous avons conçu pour lui de l'estime. Et nous nous plaisons à reconnaître les grands services qu'il a rendus au peuple français. Si notre pavillon flotte sur Saint-Domingue, c'est à lui et aux braves noirs que nous le devons. Il va devenir vraiment le chef militaire de la colonie. C'est lui qui va chasser les Anglais, c'est lui qui chasse les Espagnols, qui fait le ménage en quelque sorte, et qui prend le contrôle de l'armée au point où il réussit politiquement, de façon extrêmement habile, à évincer tous les représentants de la France, à les faire repartir. En Guadeloupe comme à Saint-Domingue, ces insurrections, ces troubles constants font monter la spéculation. Les prix du sucre flambent, le commerce portuaire est perturbé, la situation politique est instable et confuse. Toussaint, inflexible, poursuit son idéal. Les 85% du commerce colonial, c'est Saint-Domingue. Donc on sait bien que si on enlève ces 85%, ce qui reste, ça pèse pas lourd. Et comme par enchantement, devant cette réalité économique, l'opinion sur Toussaint Louverture d'un Bonaparte devenu premier consul
change du tout au tout. Toussaint n'était pas un homme sans mérite, bien qu'il n'ait jamais été celui que l'on a essayé de peindre dans le temps. Son caractère, d'ailleurs, prêtait peu à inspirer une véritable confiance. Nous avons eu fort à nous en plaindre. Il eût toujours fallu s'en défier. Saint-Domingue et les îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumise à des lois particulières. Il ne peut y avoir d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français. Tel est le rêve de Toussaint Louverture. Un rêve né avec la France des Lumières de 1789, concrétisé avec la France de l'abolition de 1794, mais un rêve qui va se fracasser contre les réalités de la France bonapartiste. Car en métropole, le lobby colonial multiplie les pressions et les prises de position radicales, au point que sous son influence va naître en France, et pour la première fois, le préjugé de couleur, prémisse du racisme moderne. On peut penser qu'au tout début du 19e, quand Napoléon accède au pouvoir, c'est là où on voit une tentative consciente, une tentative systématique de réduction de tous les individus dits noirs ou apparentés. C'est au tout début du 19e siècle qu'on voit apparaître un ouvrage, on va publier un ouvrage qui s'appelle « Histoire naturelle du genre humain ». Et là, c'est la première fois que l'on voit imprimer le fameux tableau avec les têtes, le buste, un buste grec et un Apollon tout en haut, et tout en bas, un grand singe. Et entre les deux, les gradations ou les dégradations de l'espèce humaine. Les Africains sont considérés comme le maillon intermédiaire entre l'être humain et le singe. On abandonne la conception, la théorie de l'unité de l'espèce humaine pour une espèce humaine hiérarchisée. Les recherches approfondies sur l'organisation humaine prouvent que malgré les différences de couleur, jaune, cuivrée, noire ou blanche, elle est une. L'esclavage est comme la liberté dans la nature. L'Européen a généralement une idée affreuse de l'esclavage, tandis que le nègre y est familiarisé dès sa naissance. Le nègre est paresseux, indifférent sur le futur, peu soucieux du passé. Les nègres sont dans l'enfance de la nature. Ils ne peuvent être gouvernés que physiquement. On dit, vous voyez comment ils se comportent et comment ils se sont comportés quand on leur a donné la liberté. Ils sont comportés véritablement comme des barbares, comme des sauvages. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas des hommes comme les autres, qui sont plus proches de l'animal. Comme tant d'autres avec moi, tel le général Baudry des Lausières, j'affirme que le négrophilisme est une idée à la mode, une idée sans solidité. En réalité, il existe chez le nègre, comme dans la tortue, un principe de lenteur. C'est une espèce avilie par nature. Quelqu'un qui va avoir une caractéristique physique parmi d'autres, qui était quelque chose qui était dans le domaine courant, eh bien, va être naturalisé, c'est-à-dire va être fixé, le fixisme, et donc va devenir véritablement quelque chose qui va entraîner tout le reste. Quelqu'un qui est noir va obligatoirement être paresseux. Donc c'est incontestable que dans ces années-là, il y a ce phénomène qui se produit avec la naissance du racisme moderne, contemporain, ce qui n'était pas vrai auparavant. Le préjugé de couleur est apparu tardivement dans cette société. Alors la chose est très clairement attestée puisque nous avons des textes juridiques du roi de France. Louis XIV a fait des textes pour codifier le système qu'il a finalement mis en place. L'édit de 1685, le Code noir, dit explicitement les choses. Et à cette époque-là, les colons n'étaient absolument pas travaillés par la question raciste ou du préjugé de couleur, comme on va l'appeler. L'homme est le résultat de l'éducation et le fruit des circonstances. Il y a longtemps que ces indigènes d'Afrique et d'Amérique auraient pu s'élever à la civilisation la plus développée si l'on eût consacré à cette bonne œuvre la 100e partie des efforts de temps et d'argent qu'on a consumés à tourmenter, à égorger plusieurs millions de ces malheureux.
dont le sang crie vengeance contre l'Europe. La société coloniale repose sur 3 fondements qui sont l'esclavage, donc qui permet la production de sucre, de café, d'indigo, de coton par des esclaves, l'exclusif, l'obligation d'exporter toutes ces productions vers la métropole, et puis troisième principe, c'est le préjugé de couleur, donc qui fait que tous ceux qui ont une ascendance africaine sont considérés comme inférieurs, soit sont dans l'esclavage, soit sont dans une liberté, mais une liberté avec moins de privilèges que les Blancs. Voilà, être blanc, c'est un privilège dans les colonies à cette époque-là. Que seraient les Français, Anglais ou Hollandais si on les avait placés dans les mêmes circonstances? Si les nègres, brisant leur fer, venaient sur les côtes européennes arracher des blancs des 2 sexes à leur famille, les enchaîner, les conduire en Afrique et les marquer d'un fer rouge. Si des pamphlétaires cupides et gagés imprimaient que les esclaves blancs sont heureux. Si ces esclaves blancs, vendus ou volés, achetés par le crime, étaient forcés au travail à coups de fouet, sous un climat funeste à leur santé, quel cri d'horreur retentirait de nos contrées. Là, il y a une cassure qui se produit. Et on considère que quoi qu'il fasse, il y a des civilisations, donc des peuples, qui, de toute façon, ne pourront jamais atteindre le processus général. Donc, ne pourront jamais passer du stade sauvage au stade civilisé. Il faut apprécier les hommes, non d'après leur couleur, leur richesse, leur puissance, mais d'après leur qualité personnelle. Bonaparte, lui, a choisi son camp. Les voix de l'abbé Grégoire et de quelques rares autres sont de plus en plus minoritaires. Bonaparte est une famille de colons italiens, de colons génois, de colons de Corse. Donc, leur idée coloniale me semble arrêtée depuis des générations. Si la hiérarchie des races est née en France, où se situe Bonaparte dans ce débat? Bonaparte adhère-t-il à ses idées par racisme ou par calcul politique? La vérité, c'est que, comme toujours avec cet homme, il a une attitude pragmatique et utilitaire sur ce sujet. Il a, par exemple, aboli l'esclavage à Malte et l'a maintenu en Égypte. Avant que Toussaint Louverture ne devienne gouverneur à Saint-Domingue, Bonaparte était plutôt partisan de l'abolition. Mais à Paris, l'ère des parlementaires noirs est révolue. Croyez-vous que si la Convention avait su ce qu'elle faisait dans les colonies, elle lui donnait la liberté aux Noirs? Le sentiment d'humanité est toujours puissant sur l'imagination. Mais à présent, tenir encore à ses principes serait de l'hypocrisie. Mes conseillers me disent « Les nègres ne sont ni français ni anglais, ils sont nègres ». Ils restent mes conseillers. Toute l'attitude de Bonaparte vis-à-vis des Noirs est placée sous le signe de l'ambiguïté, de l'indiscernable. Il se lance dans une chasse aux sorcières que certains tiennent pour de l'acharnement personnel. Le 13 septembre 1802, Bonaparte fait révoquer le général Dumas. Ce colosse noir, père de l'écrivain, a jadis commandé les 45 000 hommes de l'armée des Alpes. Il est le héros des combats du Mont-Cenis et du Saint-Bernard contre l'armée austro-sarde. Un homme dangereux, serviteur jadis, mais qui risquait lui aussi de se retourner contre les nôtres. Je ne pouvais lui faire la moindre confiance. Tous les gens de couleur, pour parler de façon générale, qui sont des hommes éminents, des généraux, de grands artistes dans la métropole, il ne s'agit pas seulement des colonies, seront dégradés, seront écartés, seront exilés. Il a été extrêmement contradictoire, voilà. C'est-à-dire qu'il appartient plutôt, je crois, au monde du XVIIIe siècle. Parce qu'il peut avoir des jugements extrêmement, qui peuvent passer pour racistes à l'égard des populations, mais qui étaient ceux des préjugés de son temps. Alors que son entourage, il est entouré par le ministre Decrès, le ministre de la Marine, qui lui est extrêmement violent, et lui par contre il est extrêmement raciste, c'est-à-dire il considère qu'un noir est incapable de la liberté.
Bonaparte, homme des préjugés de son temps? Soit. Pourtant, ce temps porte aussi des hommes radicalement engagés contre ces préjugés. À toutes les raisons économiques, politiques et donc idéologiques au rétablissement de l'esclavage, on a longtemps associé une raison plus intime. Liée à Joséphine, son oiseau des îles. On a supposé qu'elle avait joué un rôle dans ses choix coloniaux. Prétendre que Joséphine ait eu la moindre influence sur mes décisions politiques est absurde. Je ne me réfère à personne quand il s'agit de l'avenir de mon pays. C'est une des farces coloniales, des contes de fées qu'on nous raconte pour essayer d'excuser les responsabilités. Ce que l'on sait, bien sûr, Joséphine est l'épouse de Napoléon. Bien. Qu'elle est une martiniquaise, coloniale, attachée aux vertus de l'esclavage. Mais textuellement, on connaît simplement une lettre d'elle où elle dit à ses parents que Napo se serait chargé de régler la question. C'est tout ce qu'on connaît. En tout cas, elle n'est pour rien dans ce rétablissement de l'esclavage. Elle l'applaudit peut-être des deux mains. Le rôle de Joséphine n'est pas avéré. La réalité, c'est qu'en 1802, l'esprit des Lumières est en plein recul en France. Les lobbies coloniaux n'ont jamais été aussi puissants. La raison économique et libérale l'emporte sur tout. La guerre européenne connaît une trêve. Tout concorde pour Bonaparte. Sa grande contre-révolution coloniale peut commencer. Fallait-il sacrifier aux Noirs les intérêts de notre pays ? Sur le plan intérieur, il s'agit de préparer la loi de rétablissement de l'esclavage, et sur le plan extérieur, il faut lancer des expéditions pour amener l'ordre en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Tout ça, simultanément, tout est pensé, prémédité. Dans le même temps, Bonaparte a autorisé les navires négriers à retourner vers les côtes africaines. Le projet est simple et glaçant. En cas de résistance, se défaire de la population rebelle et la remplacer par des esclaves nouvellement arrivés. En Guadeloupe, il faudra 2 vagues d'expéditions. La première, dirigée par le général Lacrosse, est un échec. Il va se heurter à la résistance de Louis Delgrès, métis né libre, devenu officier de l'armée française. Louis Delgrès, qui est quelqu'un qui a beaucoup de culture, enfin son dossier militaire montre qu'il sait bien lire, bien écrire, bien compter, qui visiblement est pénétré par les idées de la Révolution et des Lumières, ne va pas accepter, en octobre 1801, de voir finalement ce qui se profile avec notamment le gouvernement de Lacrosse, qui est l'envoyé de Bonaparte, qui mène une politique répressive contre les Jacobins, contre les officiers de couleur. Et donc, suite à cela, il décide de participer à une révolte des officiers de couleur qui entraîne le renvoi de Lacrosse. Ce qu'on sait par la correspondance de certains espions espagnols ou certains renseignements qui parviennent au gouverneur du Venezuela, c'est que tous sont d'accord pour réprimer cette expérience guadeloupéenne, qui est totalement intolérable, parce qu'elle se passe parallèlement à celle de Toussaint. La grande menace, c'est Toussaint, c'est ce général noir qui est maître alors de l'ancienne colonie de Saint-Domingue, qui n'est pas encore Haïti. Il ne faut absolument pas que cette expérience saint-domingoise se répète dans une autre colonie. Bonaparte envoie une 2e flotte, 3 vaisseaux, 4 frégates et 3500 hommes avec à leur tête le général Richepense. En quelques semaines, l'homme va mener une guerre sans merci, sanglante contre Delgrès et ses hommes. Et lorsque le général Richepense est envoyé pour rétablir l'ordre en Guadeloupe, il a le sentiment que Lacrosse est un peu dans les bagages de Richepense et il décide d'aller jusqu'au bout de la révolte et donc de mener une lutte armée. 300 contre 3000. Delgrès sait la cause perdue. Il se réfugie avec ses hommes dans un fortin au pied de la Soufrière. Il y rédige son testament philosophique. Delgrès écrit « La résistance à l'oppression est un droit naturel. C'est dans le triomphe des Lumières qu'une classe d'infortunés se voit obligée d'élever la voix vers sa postérité.
Quand les soldats arrivent au pied du fortin de Delgrès, ils entendent ces hommes hurler « Vivre libre ou mourir !» Et puis une immense déflagration. Delgrès avait miné son fortin. Il meurt là, lui et ses 300 hommes. Et donc ils sont presque tous morts. Il y a eu des prisonniers qui ont été pendus, qui ont été fusillés. Mais c'était un suicide collectif. Un suicide collectif avec comme justification, si on peut dire, la dernière phrase de la proclamation du 10 mai, la liberté ou la mort. La liberté, c'est pas possible, donc on va mourir. Suicide héroïque et vain. En quelques mois, Bonaparte a gagné la partie en Guadeloupe. Une victoire pour Bonaparte? Pas tout à fait. La Guadeloupe a cédé, mais Saint-Domingue résiste. Toussaint Louverture se transforme en quasi-chef d'État. On parlera pour Saint-Domingue de cette époque d'un quasi-État. Toujours est-il qu'une fois au sommet du pouvoir civil et militaire, il va mener une politique totalement autonome par rapport à la France. Et il va prendre 3 décisions. On comprend que Bonaparte n'a pas été content du tout. 3 décisions qui relèvent de la souveraineté. Premièrement, il signe un traité de commerce avec les États-Unis, sans demander l'avis de Paris, brisant le sacro-saint principe de l'exclusif. Deuxièmement, il occupe la partie espagnole de l'île et y abolit l'esclavage. Cette partie avait été reconnue comme française par le traité de Bâle en 1795, mais c'était officiel, mais les institutions et l'administration espagnole avaient été laissées en place, et donc Toussaint Louverture ne fait qu'appliquer les dispositions du traité, sauf qu'il n'en a pas reçu les instructions. Et troisièmement, il rédige et promulgue une constitution. Louverture a attaqué l'Espagne à Saint-Domingue, au moment même où j'œuvre à une réconciliation franco-espagnole. Il se permet même d'élaborer une constitution pour Saint-Domingue, sans la soumettre à notre autorité. On dit qu'il ambitionne de se proclamer gouverneur à vie. Qui peut prétendre à un tel despotisme dans des îles qui sont territoires français? Quelles que soient les sinuosités de son parcours, Toussaint ne déroge pas à sa règle principale. Vouloir rétablir l'esclavage à Saint-Domingue serait tenter l'impossible. Nous avons su affronter des dangers pour obtenir notre liberté, et nous saurons affronter la mort pour y parvenir. Le ressort de cette révolution, c'est quand même, bien sûr, la mobilisation extraordinaire des esclaves de Saint-Domingue, qui va enflammer toute l'Amérique esclave, si vous voulez, pour dire les choses clairement, et qui va être une véritable menace pour tous les colonialistes de l'Amérique, et ils sont puissants. Bonaparte fait rayer Toussaint Louverture des cadres de l'armée française. Le 20 janvier 1802, 54 navires, 21 000 hommes avec à leur tête le capitaine général Leclerc, débarquent à Saint-Domingue. L'armée de Toussaint est forte d'environ 30 000 hommes. Napoléon Bonaparte ne peut pas supporter d'avoir un général insubordinné et donc il démet Toussaint Louverture de ses fonctions. Dans le parti que j'ai pris d'anéantir à Saint-Domingue le gouvernement des Noirs, j'ai été moins guidé par des considérations de commerce que par la nécessité d'étouffer dans toutes les parties du monde toute espèce de germe d'inquiétude et de trouble. La France ne reniera pas ses principes. Elle ne nous enlèvera pas le plus grand de ses bienfaits. Elle nous protégera contre nos ennemis. Elle ne permettra pas que le décret d'abolition soit révoqué. Entre Napoléon et Toussaint Louverture évidemment regarde Napoléon comme étant un général qui a réussi. C'est quand même un élément important. Napoléon voit effectivement vraisemblablement Toussaint Louverture comme quelqu'un avec qui il faut composer pendant longtemps. Pendant longtemps, il va s'appuyer sur Toussaint Louverture, il ne faut pas l'oublier, en 1801-1802, au début, on le voit de manière claire, avant d'envoyer Leclerc, il y a tout un épisode où, au contraire, il joue même Toussaint Louverture contre d'autres chefs locaux. Pendant plusieurs mois, Toussaint livre à Leclerc une bataille serrée. Mais en dépit de l'âpreté des combats, et malgré la fièvre jaune qui décime son armée, Leclerc est victorieux.
Il ne s'agit pas de la victoire de Leclerc, ni de notre défaite. Nous avons choisi de nous entendre pour le bien commun de Saint-Domingue. J'ai signé un traité avec les Français qui stipule que l'esclavage ne sera pas rétabli sur l'île. Leclerc a prononcé l'amnistie générale. C'est un accord de paix acceptable. On ne peut pas arriver drapeau en tête, vive l'esclavage. On ne peut pas. Il faut rétablir l'ordre, il faut expliquer. Alors il y a des discours de Leclerc qui sont, à mon avis, peut-être je suis naïf, mais sont à mon avis sincères. Leclerc répète, partout où il passe à Saint-Domingue, « Je ne suis pas là pour rétablir l'esclavage. La France vous a fait libre, la France vous garantit votre liberté. » Ce sont les mots mêmes de Leclerc, les affiches, etc., partout, partout. Et la lettre du ministre de la Marine et des Colonies, lettre secrète, est explicite. Rétablissez l'ordre, n'employez jamais le mot esclavage, ce mot tabou qui a fait couler tant de sang, etc., etc. N'employez jamais le mot liberté, c'est encore pire, on peut dire des choses pareilles dans une île comme ça. Rétablissez l'ordre, remettez les Noirs sous l'autorité légitime de leur maître, donc remettez-les au travail dans les plantations, sans en faire des esclaves, et ils verront d'eux-mêmes que l'autorité paternelle des maîtres est bien meilleure à l'anarchie qu'il y a actuellement. Et le moment venu, on ne sait pas quand, nous rétablirons donc, nous remettrons, la formule est terrible, nous remettrons les Noirs dans leur état naturel, donc l'esclavage. Toussaint a perdu la confiance des siens. Il est trahi par deux de ses généraux, Dessalines et Christophe, qui se rallient au camp de Leclerc. Dessalines, il faut retenir ce nom, va être promis un très grand avenir à Saint-Domingue. À Paris, Bonaparte parachève ses plans. Il signe le décret de la loi rétablissant l'esclavage. La loi est présentée au tribunat et elle est adoptée par 54 voix sur 100. Face au corps législatif, la loi est adoptée par 211 voix contre seulement 63. Enfin, le lendemain, le Sénat entérine définitivement le rétablissement de l'esclavage. L'esclavage est officiellement rétabli en France et aucun des protagonistes de Saint-Domingue ne le sait encore. La loi est votée le 20 mai. Le 7 juin, Leclerc fait arrêter Toussaint Louverture. Celui que l'on a surnommé le Spartacus noir, sa famille et ses proches sont conduits par les soldats sur le navire Le Héros. C'est la déportation vers la France. Triste ironie de l'histoire, c'est un 14 juillet que Toussaint arrive à Brest. Son arrestation faisait partie du programme. Il fallait éradiquer cette élite noire. Ces noirs, ces nègres portant épaulettes, dit avec un grand mépris, quoi. Il faut se débarrasser de tous ces gens-là. Toussaint Louverture est enfermé au secret au fort de Joux, dans le Doubs, à la frontière suisse, dans une cellule dont la fenêtre est presque entièrement murée. Le fort de choix du fort de Joux est évidemment très symbolique. C'est l'endroit de France le plus éloigné de la mer. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Il est mort d'épuisement, il est mort d'une vie extrêmement fatigante, et tout permet de penser qu'il avait la tuberculose. Tout permet de le penser. Toussaint déporté, la Guadeloupe reprise et remise au fer, Leclerc maître en Haïti, avec sous ses ordres les officiers noirs Dessalines et Christophe, la stratégie de Bonaparte semble avoir trouvé un dénouement victorieux. Mais Bonaparte veut plus. Il s'agit bien de réduire toute opposition à néant. Et Leclerc entame avec la complicité des ralliés Dessalines et Christophe une véritable guerre de terreur. Désarmer les rebelles, chasser les marrons, exiler les réfractaires. J'ai écrit à Leclerc qu'avant septembre, je comptais bien qu'il renvoie tous les généraux noirs. Il ne faut plus souffrir aucun noir ayant le grade au-dessus de capitaine dans l'île. Sans cela, nous n'aurions rien fait. Et une immense et belle colonie serait toujours sur un volcan et n'inspirerait de confiance ni aux capitalistes,
ni aux colons, ni au commerce. Mais le vent tourne, et le rêve saint-domingois de Bonaparte va bientôt s'effondrer. Leclerc se meurt de fièvre jaune. Sentant sa fin proche, il a pris soin d'informer Bonaparte de ne surtout pas nommer Rochambeau, un de ses officiers les plus zélés, à sa place. En dépit de tous ses crimes, Leclerc a la lucidité de croire qu'il faut impérativement garder les officiers noirs dans l'armée régulière bonapartiste. Rochambeau, lui, est un fou furieux, un raciste et un tueur. Le nommé Rochambeau est venu là avec les plus hautes et humanistes des visées. Ne prétendait-il pas qu'il fallait rétablir l'esclavage des Noirs et rendre le code noir plus sévère? Quant aux généraux noirs, il prétendait vouloir les faire pendre dans le plus grand appareil. Rochambeau prend la tête de Saint-Domingue. Terreur et répression firent à la barbarie. Reprise de la lutte à partir de septembre-octobre 1802, pendant un an. Et là, c'est la phase la plus paroxystique qui se produit, avec des massacres réciproques, c'est vrai, qui avaient déjà eu lieu dans la phase précédente, mais qui ne sont effectivement pas le fait seulement des troupes de Rochambeau, hein, qui sont largement partagées. Au milieu du cycle infernal d'attaques et de représailles, la nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe se répand à Saint-Domingue comme une traînée de poudre. Dessalines et Christophe, les officiers noirs ralliés, finissent par comprendre la duplicité de Bonaparte et ses véritables ambitions. Ramener les Noirs à l'état d'esclaves. C'est la fin des illusions, le renversement décisif. Dessalines et Christophe prennent la tête de la rébellion. La guerre contre Rochambeau durera plus d'1 an. Autre tournant cette même année 1803, les Anglais rompent le traité de paix d'Amiens. Leur flotte a repris position dans les Caraïbes. Il aurait été bien trop risqué d'envoyer le moindre renfort à Rochambeau. Rochambeau et ses hommes sont désormais sans relève possible. Le 16 novembre 1803, Dessalines et 27 000 hommes assaillent la ville du Cap et le fort de Vertières où Rochambeau s'est retranché. Dessalines donne l'assaut. Il durera 10 heures. Il y aura près de 2000 blessés et plus de 1500 soldats tués. Rochambeau finira par capituler. C'est la plus grande bataille des Caraïbes. Elle ne figure dans aucun livre d'histoire de France. Le 1er janvier 1804, Dessalines se fait sacrer empereur du premier État indépendant haïtien. Saint-Domingue devient Haïti, symbole de la résistance. Une île non libérée par les Lumières ou par les lois abolitionnistes, mais par les descendants d'esclaves eux-mêmes. Résultat final, 60 000 soldats perdus par Bonaparte, rien que dans cette expédition, hein, battus et écrabouillés à Saint-Domingue. En Guadeloupe, pendant toute la répression, le capitaine général Richepense ne fera pas de prisonniers. On fusille, on pend, on brûle, on noie. En mai 1802, à Bainbridge, 700 Noirs qui défendaient un fort sont fusillés sur place. Les guerres coloniales sont toujours d'une extrême violence. Alors celle-là a été particulièrement violente parce que le climat, le relief, la végétation rendaient des conditions de guerre épouvantables. Il faut que tout le monde disparaisse. Tous ceux qui ont connu la liberté doivent disparaître. Mais si ces nègres sont considérés comme des êtres inférieurs, alors un État issu des Lumières est-il fondé à utiliser les mêmes armes que ces sauvages? Il y a bien un massacre organisé. En Guadeloupe comme à Saint-Domingue, Leclerc comme Rochambeau ont fait régner une terreur planifiée, systématique. Bonaparte a-t-il ordonné l'extermination des Noirs? Quel est son degré de responsabilité? Est-il le commanditaire de ces massacres? C'est toute la subtilité bien connue du politique. Le 4 février, Bonaparte écrit à Rochambeau: « Le ministre de la Marine m'a communiqué vos dépêches. Je vous assure de l'entière confiance que j'ai en vous. Et j'approuve les mesures de rigueur que les circonstances vous obligent ou vous obligerez à déployer.
L'autre aspect, l'autre clé en quelque sorte d'explication de la violence, c'est que dans la tête de certains officiers, je ne dis pas que c'était la politique officielle, mais il y a l'idée que les anciens esclaves, devenus libres depuis 8 ans, ne redeviendront jamais esclaves. On ne pourra pas. Donc il faut les exterminer. Il faut les liquider et les remplacer. Et faire venir donc de nouveaux esclaves d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'Afrique. La traite a repris à ce moment-là, faut pas oublier, hein. Fin 1801, la traite reprend. Dès l'annonce des préliminaires de Londres, les bateaux partent à la traite. Sous la Révolution, hein, n'oublions jamais cela, la traite n'a jamais été abolie. On a aboli l'esclavage, mais pas la traite. Les faits, rien que les faits. Regardons-les dans le détail. Ils sont à la fois éloquents et équivoques. Terrible raffinement sordide dans l'horreur. C'est à Saint-Domingue, par exemple, que Leclerc invente ce qu'on pourrait appeler le gazage des rebelles. On a utilisé effectivement dans les cales de bateaux des gaz asphyxiants. À titre expérimental probablement, à une petite échelle, mais ça existait. Et il y a des témoignages aussi sur les phénomènes de destruction de prisonniers à fond de cale avec des mèches soufrées. Tout comme il y a des récits atroces d'explosions, hein, on les fait sauter. Hein. Donc il y a des atrocités. Hein. Des lois de la guerre qui existent quand même à l'époque. Ce genre de pratique est totalement interdite. Hein. Et donc, bon, c'est pas très quand même fréquent. Hein. Et il doit y avoir 1 ou 2 cas. Par contre, ce qui est très fréquent, c'est les noyades. Et non seulement on gaze, on noie, mais on plaisante sur ces meurtres. Entre militaires, on fait assaut d'esprit et de métaphores. On poétise l'horreur. La noyade collective est appelée le coup de filet national. La potence est la salade de chanvre. Le feu, l'opération chaude. Et laver la figure des nègres au plomb signifie les fusiller. Dans les désastres de Saint-Domingue, des forfaits épouvantables ont été commis par des hommes de toutes les couleurs. Mais aux Blancs seuls appartient l'invention infernale d'avoir tiré de Cuba des meutes de chiens dévorateurs. L'utilisation des chiens, controversée mais bien réelle. On a fait venir des chiens de Cuba, des chiens chasseurs d'esclaves, et on les a lâchés dans la jungle, dans la brousse, pour aller chercher les fugitifs, etc., et les déchiqueter, quoi, tout simplement. Gazage des Noirs, utilisation des chiens de sang, exécution sommaire, meurtre, torture. À l'infernal arsenal de la répression, Bonaparte va associer un élément majeur, la déportation. Des centaines d'intellectuels, de gradés et de politiques sont ainsi arrachés à leur île pour être exfiltrés vers la Corse. Bonaparte a fait créer un camp de travail à Boccognane et un bagne à Ajaccio. Ils font une première arrivée à Brest. Dans un deuxième temps, ils sont envoyés à Toulon, et qu'ensuite, de Toulon, ils viennent en Corse. Et la documentation que nous avons montre des bateaux qui arrivent les uns derrière les autres, entre l'an 11, c'est-à-dire 1803, 1803-4, voilà. Et là, on a effectivement environ 1 millier de Noirs venus de Saint-Domingue et de la Guadeloupe, qui arrivent dans la rade d'Ajaccio et qui vont être dispatchés à l'intérieur de l'île, l'essentiel restant quand même à Ajaccio. Au milieu de décembre 1802, près de 1200 Saint-Domingois vivent déportés en Corse, employés à créer la route Ajaccio-Corté et à couper les arbres en forêt d'Etonne pour faire des mâts de navires. Le soir, ils dorment nus sur la paille des Capucins. Tel est le terrible bilan de la guerre coloniale de Bonaparte dans les Caraïbes. Il n'en exprimera qu'un regret tardif, qui ne semble inspiré que par une relecture militaire des événements. L'une des plus grandes folies que j'ai faites, et que je me reproche, a été d'envoyer une armée à Saint-Domingue. J'aurais dû prévoir qu'il était impossible de réussir dans le projet que j'avais conçu. J'ai commis une faute.
Sur ordre de Bonaparte, de 1802 à 1803, 250 000 Français, noirs ou mulâtres, furent mis ou remis en esclavage. Près de 100 000 furent brûlés, pendus, noyés, fusillés, torturés et déportés. Les lois de la consommation et de la balance commerciale, la guerre hégémonique entre puissances européennes, la prospérité d'une poignée d'hommes influents bénéficiant du commerce colonial, la naissance du préjugé de couleur. Ces raisons forment le grand tout de ce que l'historien Yves Benot a appelé la démence coloniale sous Napoléon. De Saint-Domingue, devenu Haïti, Aimé Césaire dira « La négritude s'y mit debout pour la première fois. Ce fut leur conquête. Mais leur conquête était aussi pour nous tous, si nous en étions dignes. D'un colonialisme peut jaillir un autre. Cette histoire est notre tragédie à tous. » Il faudra attendre le 27 avril 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France.